Nouvelle aventure, après le Pays de Bitche, nous parcourons la Haute-Marne, dans le Grand Est avec Tolt en voyage, pour y découvrir les curiosités du territoire. Sur sa chaîne, vous pourrez retrouver sa vidéo « N'allez pas en Haute-Marne ». Avant de vous immerger dans une Haute-Marne pleine de mystères, un peu de contexte. Le département est créé à la Révolution française, la Haute-Marne, située dans le Grand Est donc, est parcourue par la Marne dont elle tire son nom. Le département est couvert à 40% de forêt et est composé de quelques lacs artificiels, dont le lac du Der, l'un des plus grands d'Europe. Chaumont, où vous pouvez notamment observer son célèbre viaduc, est le chef-lieu du département. À travers ces paysages, le folklore traditionnel qui retranscrit la vie de nos ancêtres côtoie des récits plus fantastiques. Ainsi, il y a, selon la légende, des lutins en Haute-Marne. Précisément des feuleteux, qu'une jeune cuisinière aurait aidé un jour. Elle aurait reçu de l'or en remerciement, ce qui lui aurait permis d'ouvrir son auberge au bon feuleteux. C'est Gustave Sarceau, dans ses légendes du Bassigny champenois, qui nous en parle pour la première fois en 1844. Nous ne sommes pas surpris de découvrir des récits autour d'eau aux propriétés curatives. La Marne n'y est pas pour rien dans tout ça. En somme, la Haute-Marne abrite aussi bien un folklore traditionnel nourri de chants d'hiver qui exaltent la vie quotidienne d'antan, que des récits plus légendaires qui empruntent aux grands archétypes connus de créatures fantastiques déjà détaillés dans les épisodes précédents. Où est-ce que tu m'emmènes encore, Sai ? Et tu devrais te réjouir parce que je nous emmène voir plusieurs curiosités, on va se promener en forêt et tu vas voir qu'on va découvrir des histoires exceptionnelles et des lieux assez atypiques. Motivé ? Bon. Allez, allons-y. Allez, go. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, sa forme, elle peut déjà au moins un petit peu vous aiguiller sur son nom, puisqu'on appelle cette curiosité l'escargot de Cons. Et justement, sa fonction, elle est toute simple. Autrefois, en fait, elle offrait un panorama sur son jardin anglais, mais également sur la vallée de la Vinjanne. Ces escargots sont en pierre sèche, ils ont été édifiés fin 18e, début 19e, dans la grande mode des parcs à l'anglaise, et où là justement on bâtissait des fabriques, des curiosités. Et chez nous donc ce sont ces fameuses coquilles d'escargots, et d'où ce nom les escargots, puisqu'elles ont la forme de spirale d'escargot, et qui sont donc bâties avec de la pierre calcaire du plateau de Langres, et que l'on trouvait sur les champs à l'époque, et qui aujourd'hui ornent font ces curiosités qui sont toujours à la mode finalement 2 siècles après. Ce parc, il est privé et il appartenait donc à une famille qui petit à petit a eu plus de difficultés à l'entretenir en étant éloigné du site. Et il y a eu une volonté locale, communale, je dirais, de redonner une seconde vie à ce lieu si particulier, plein de charme. On a uni nos efforts ensemble, les habitants, les bénévoles, la commune, les collectivités, pour pouvoir remettre à la visite, faire apprécier et faire découvrir ces lieux vraiment insolites. Et c'est vrai que c'était une deuxième redécouverte de ce patrimoine qui était quelque part très sauvage, très oublié, et aujourd'hui qui est plus, je dirais, dans un aspect plus populaire, ouvert vraiment à tous. C'est véritablement, je dirais, une curiosité qui se partage aujourd'hui, qui n'est plus confinée pour quelques personnes de manière privée. On est vraiment dans un partage collectif du patrimoine et avec une mise en valeur progressive. Et là aussi, le public peut voir d'année en année les différences. Et ça aussi, ça l'incite à revenir régulièrement avec à chaque fois des choses nouvelles qui sont dans ces jardins. Ces escargots et autres curiosités d'inspiration égyptienne sont donc réhabilités par la commune de Cons avec le soutien du public. Ils sont, depuis, l'emblème de la commune. En suivant le sentier, direction à présent vers une grotte qui ne paye pas de mine, dont l'accès se fait par un simple chemin forestier. L'endroit cache une histoire légendaire assez hors du commun.
On est juste à côté de la source de la Marne. Cette petite grotte, comme vous dites, qui ne paye pas de mine. Il faut penser en la visitant qu'elle porte en elle la légende du lingon Julius Sabinus. On est en 70 après Jésus-Christ. On a différents peuples de Gaule qui se soulèvent contre Rome. Donc il faut rappeler qu'à cette époque-là, Langres, la belle ville de Langres qui est à quelques kilomètres, c'était le siège du peuple des Lingons. Donc une ville très riche, développée typiquement à la romaine, avec beaucoup de voies de communication vers les autres villes importantes, avec un forum, avec des temples, etc. Donc une très belle ville dont on peut voir encore un arc monumental. Et donc c'est dans ce contexte que va naître et grandir le lingon Julius Sabinus, dans une famille de notables. Les historiens parlent de quelqu'un d'un petit peu orgueilleux parce qu'il raconte qu'il est l'arrière-petit-fils de Jules César en personne. Et ça justifie un petit peu le fait qu'il va soulever les Lingons avec d'autres peuples. Donc dans un premier temps, ils vont gagner quelques batailles avant d'être défaits par les Romains. Et donc Sabinus revient ici en pays de Langres, en terre lingonne à cette époque-là. Il va faire croire à sa mort, il va faire croire qu'il s'est empoisonné. Il brûle sa maison, il met dans la confidence 2 affranchis en lesquels il a confiance. Et dans un premier temps, donc, il ne va pas mettre au courant sa femme, parce qu'il sait très bien que sa femme, qui est très, très éprise de lui, eh bien, que la douleur qu'elle va montrer aux autres eh bien, va donner corps à son récit. Puis, devant la douleur de sa femme qui refuse de s'alimenter, eh bien, au bout de quelques jours, il a fait prévenir donc, du fait qu'il est encore vivant et qu'il se cache. Sa femme, pendant 9 ans, va faire croire au décès de son mari, va faire croire qu'elle est en deuil la journée. Et puis la nuit, va le retrouver dans sa cache qui, selon la légende, pourrait être cette grotte ici. Donc on se trouve dans le village de Balhem-sur-Marne. Donc on imagine pendant 9 ans, Éponine venir retrouver Sabinus ici. C'est romantique un peu. C'est très romantique. Et pendant ces 9 ans, elle va même enfanter, elle va donner naissance à des jumeaux. Donc les 2 enfants vont grandir ici avec le père caché dans la grotte. Et puis au bout de 9 ans, ils vont être dénoncés, ils vont être arrêtés et emmenés à Rome devant l'empereur Vespasien. On a des tableaux qui mettent en scène le fait qu'Éponine, avec ses 2 enfants, donc va se jeter aux pieds de l'empereur pour demander sa grâce, pour demander que son mari ne soit pas exécuté. Mais finalement, donc, il sera mis à mort. Et Éponine, dans tout son amour pour son mari, va demander à subir le même sort. Donc elle sera exécutée également. Et on sait par contre que les 2 enfants survivront. Voilà. Quand même, Ouais. Donc voilà, c'est une des légendes de Langres. Et quand on vient dans cette petite grotte, on a une pensée pour Éponine et Sabinus. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il s'est vraiment caché ici? En tout cas, on aime bien y croire. Et ben voilà mon sac, tu vois que c'est pas compliqué de m'emmener dans des endroits corrects. Et c'est pas n'importe quel endroit parce que dans ce château, Voltaire y a vécu pendant 15 ans en cavale. Ben oui, j'ai l'info, mais d'ailleurs faudrait peut-être que je leur en parle. Vas-y, fais ça et juste après, je leur raconterai une petite curiosité. C'est donc dans ce château que Voltaire est resté caché pendant 15 ans avec Gabrielle Émilie de Breteuil, physicienne et mathématicienne, plus connue sous le titre de marquise du Châtelet. Autre brillant esprit du XVIIIe siècle puisque c'est elle qui est à l'origine de la traduction française des Principia Mathematicia de Newton. Ainsi, c'est ici qu'au XVIIIe siècle, Voltaire entretient une liaison passionnée avec la marquise. Nous sommes en 1734, Voltaire a alors déjà fait 2 fois de la prison à cause de ses critiques du pouvoir. Lorsque ses lettres philosophiques paraissaient à son insu, c'est une nouvelle critique des institutions qui parvient aux oreilles du Parlement, qui décide de le poursuivre par lettre de cachet. En d'autres termes, il est recherché pour être emprisonné. Sa cavale commence. Il rejoint donc la marquise du Châtelet avec qui il entretient déjà une liaison depuis 1 an. Le château de Cirey se trouve, comme vous le savez maintenant, en Haute-Marne, à environ 250 km de Paris, à la limite de la Lorraine qui est à ce moment-là indépendante. C'est une planque idéale. Lorsqu'il arrive à Cirey, le château est délabré, mais Voltaire tombe sous le charme. Il entreprend des travaux pour le restaurer, mais également pour séduire la marquise qui préfère à ce moment-là une vie plus animée à Paris plutôt que le calme campagnard. Finalement, elle le rejoint à Cirey. Ils vivent une idylle passionnée. Tous les 2 épris de sciences et de lettres, ils passent leur journée à lire et débattre. Cet amour dans un écrin de paradis dure jusqu'en 1749, année à laquelle la marquise du Châtelet s'éteint. À la mort de son amante, Voltaire quitte définitivement Cirey. Merci Tolt pour ce récit de cavale historique, une belle histoire d'amour. Comme je vous l'ai évoqué plus tôt, une curiosité se trouve dans les combles du château, le petit théâtre privé de Voltaire.
Il fait partie de la trentaine de théâtres de cour et privés restants en France. C'est l'une des plus anciennes scènes de France. Elle date de 1735. C'est également une rareté historique et le seul théâtre aménagé par Voltaire encore visible aujourd'hui, restauré et réhabilité. Une vraie page d'histoire qui se joue sous nos yeux. Nous voilà à Langres. C'est notamment dans cette ville qu'est enterré Mérovac, ce personnage hors du commun, peintre qui parcourait la France pour restaurer son patrimoine, dont nous vous parlons dans mon livre enquête France Obscure. Mérovac s'est d'ailleurs illustré dans la cathédrale de Langres, causant un tel chahut en peignant à l'intérieur qu'il s'en verra interdire l'accès. Langres, c'est une ville incroyable. C'est une ville qui a été bâtie sur un promontoire rocheux. On est à quasiment 500 mètres d'altitude. Et c'est une ville qui a plusieurs portes d'entrée avec son patrimoine extraordinaire. C'est une ancienne place forte royale. Donc l'évêque de Langres, c'était vraiment l'un des personnages les plus importants autrefois du royaume de France. Et on se trouve aujourd'hui au centre de sa cathédrale Saint-Mamet, qui date du XIIe siècle. Vous allez me demander pourquoi est-ce que cette cathédrale est dédiée à Saint-Mamet. On a une légende qui raconte qu'au 8e siècle, un pèlerin revient d'Orient en ramenant avec lui une relique de ce saint mort en Cappadoce, donc un morceau du crâne, de la nuque. Donc on raconte qu'il a beaucoup marché, donc il arrive au bas de la ville, il accroche le sac contenant la relique à un arbre, il se repose un peu, et au moment de partir, eh bien, le sac ne veut pas se décrocher, bien qu'il ne tince qu'à un fil de soie, dit-on. Donc on pressent un miracle, l'évêque arrive avec les personnages les plus importants de la ville, et de la foule sort un vieillard qui dit mais si le sac ne veut pas se décrocher, c'est peut-être tout simplement que Saint-Mamet veut rester à Langres, donc pourquoi est-ce qu'on ne rebaptiserait pas la cathédrale Saint-Mamet? Autrefois elle était dédiée à Saint-Jean-Baptiste. Donc tout le monde est d'accord, on fait une messe solennelle, et dès que la cathédrale est rebaptisée Saint-Mamet, le sac se décroche tout seul. Donc on raconte que le vieillard qui a proposé de rebaptiser cette cathédrale, c'était une apparition de Saint Jean qui a donné sa cathédrale à Saint-Mamet. Donc ça a permis à cette époque-là, au 8e siècle, de redonner de la vigueur à l'évêché de Langres et à l'importance de son évêque. On est à Joinville pour découvrir son château du Grand Jardin. Les légendes qui entourent ce lieu sont assez romantiques, ça ravira les amoureux. La légende, c'est une légende qui nous est rapportée au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, on nous dit que le château du Grand Jardin a été bâti en 40 jours par Claude de Lorraine, donc le seigneur de Joinville, le premier duc de Guise, pour son épouse Antoinette de Bourbon. Sur les façades du château notamment, on a dans les décors sculptés, très très riches, très très abondants, des traces qui parlent d'amour, ou de guerre, ou de victoire. Les traces qui parlent d'amour, ça sera Vénus, assise sur son char de triomphe, accompagné de Cupidon. Mais c'est à l'arrière du château, c'est pas trop mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est une scène de bataille, une couronne de laurier et une palme de la victoire, donc des symboles de victoire militaire avant tout. Le château du Grand Jardin, c'est montré pour le premier duc de Guise. Le premier duc de Guise, il crée une dynastie, donc avec son épouse, il faut qu'il montre qu'ils vont réussir. Et ils vont réussir. Donc c'est un symbole de pouvoir plus que d'amour en vérité. Pour moi, oui, je suis désolée de casser un petit peu le mythe, mais oui, ouais. J'ai été marqué par notre passage à l'abbaye d'Auberive. C'est une abbaye cistercienne fondée en 1135 par Saint Bernard de Clairvaux, qui est également aujourd'hui un centre d'art contemporain. C'est dans ce contexte que j'ai découvert l'exposition de Marc Petit, avec plus de 280 sculptures qui font désormais partie du paysage. De véritables curiosités, à la fois poétiques et morbides, qui revalorisent ce lieu historique tout en proposant une démarche artistique.
On espère que vous avez apprécié découvrir ces curiosités de Haute-Marne à nos côtés. N'hésitez pas à poursuivre votre découverte avec la vidéo N'allez pas en Haute-Marne, disponible sur la chaîne de Tolt.